Bonsoir, rebonsoir. C'est une incursion russe dans l'espace aérien de l'OTAN qui provoque beaucoup de réactions ce soir. Nous allons suivre ces développements. Les avions allemands, 2 Eurofighters allemands ont décollé après qu'un avion militaire russe a été repéré au-dessus de la mer Baltique. Selon la Luftwaffe, l'avion circulait dans l'espace aérien international sans plan de vol, sans contact radio. Il s'agissait de l'avion qu'on a vu ici, cet avion de reconnaissance russe. On aura dans quelques instants le général du Tartre, avec nous aussi Sarah Daniel. Bonsoir Sarah, merci beaucoup d'être là. Renaud Girard, grand reporter, et le général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major à l'OTAN, commandement suprême interallié. Bonsoir mon général, merci beaucoup d'être là. Ces Eurofighters donc, si on fait le compte, on va le faire ensemble, après les drones en Pologne, après le drone en Roumanie, après les MiG dans l'espace aérien de l'Estonie, ça fait plus de 20 aéronefs non invités, pour utiliser un euphémisme, qui se trouvent dans l'espace aérien de l'OTAN. Général. En réalité, d'abord, celui-là n'est pas dans l'espace aérien de l'OTAN, donc il respecte... C'est la zone internationale sur la Baltique. Zone internationale, c'est un avion de reconnaissance, donc ouais, dans le contexte actuel, franchement, c'est pas sympa, ça se fait pas, enfin, ça crée de la tension, c'est anxiogène, mais bon, on fait ça tous les jours, nous on le fait en mer Noire. Vous voyez ce que je veux dire, donc on va peut-être pas trop s'énerver quand même. Ouais, moi je suis frappé du changement de temps à Renaud Girard. Je me rappelle sur ce plateau où on nous disait si un avion, un aéronef, un drone, un missile met un seul pouce dans l'espace de l'OTAN, ce sera la foudre. Et là on voit les généraux, les militaires, les dirigeants de l'Europe qui disent oh là là, ne nous énervons pas. On a l'impression quand même que la crainte de l'escalade domine. Oui, mais c'est un peu justifié d'ailleurs, parce que personne n'a envie de commencer la Troisième Guerre mondiale. Et même si cet avion s'était égaré, ce qui n'est pas le cas visiblement dans l'espace, sur l'espace aérien allemand, évidemment, des chasseurs de la Baltique, de la Baltique. Non, mais si, admettons qu'il doit aller vers Rostock ou vers je sais pas où, vers Hambourg, peu importe. Là, évidemment, il aurait été intercepté par des chasseurs de l'OTAN, des chasseurs allemands en l'occurrence, qui l'auraient raccompagné dans l'espace international. Mais est-ce que je suis favorable à abattre un avion qui aurait violé un ciel de l'OTAN sans envoyer de bombes, ni de missiles, ni d'actes vraiment hostiles? Non, parce que c'est aller trop loin. Il faut, dans la réaction... Et aujourd'hui, c'est très important dans la guerre d'avoir des réactions proportionnées. Et la réaction doit toujours être proportionnée. C'est des pays qui ont des réactions parfois non proportionnées. Et là, il faut avoir une réaction proportionnée. Alors, passons très exactement par ce qui s'est passé. Vous êtes avec nous, général du Tartre. Bonsoir Patrick du Tartre. Bonjour. Alors vous avez la double qualification, si j'ose dire, de général d'armée de l'air et évidemment de pilote, puisque vous avez à peu près tout piloté. Quand on regarde la carte, qu'on essaye de comprendre exactement ce qui s'est passé, après tous les appareils en Pologne, en Roumanie, et maintenant, quel est le point commun, disons, de tous ces vols non désirés ? Alors, le point commun, c'est tout simplement la caractéristique géographique de la mer Baltique, et notamment du golfe de Finlande, qui, voyez-vous, est assez étroit. Et donc, les appareils qui viennent de Russie, on le voit bien, donc au bout du golfe de Finlande, partent ou survolent Saint-Pétersbourg et vont notamment à Kaliningrad ou bien ailleurs en mer du Nord. Et ils sont obligés de passer dans les eaux internationales, mais ces eaux internationales sont extrêmement peu larges. Alors, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a quelques îles, notamment une île estonienne, qui est sujet à controverse parce que les avions de chasse russes, notamment, la survolent régulièrement ou à 3 km au nord. Et c'est quelque part, entre guillemets, passé dans l'espace aérien estonien. Et dans le cas de l'Ilyushin 20, qui vient d'être intercepté par 2 Eurofighters allemands, lui, il fait son job à peu près correctement au milieu de la mer Baltique, mais il est sans plan de vol et il ne branche pas son transpondeur, c'est-à-dire son code d'identification international, mais ce qu'il a le droit de faire en toute rigueur dans les eaux internationales. Restez avec nous, s'il vous plaît, général du Tartre. Les réactions, notamment dans les pays de l'Est, sont très différentes de celles de l'Europe de l'Ouest. Le président tchèque
Petr Pavel, il faut spécifiquement une réponse militaire. La Russie se rendra très vite compte qu'elle a fait une erreur et a franchi la ligne de ce qui est acceptable. Ministre de la Défense de Lituanie, il n'est pas du tout d'accord ni avec général Yakovlev ni avec Renaud Girard. La frontière est mise à l'épreuve pour une raison, nous devons être sérieux. Et il ajoute, la Turquie a donné l'exemple il y a 10 ans. Je rappelle que la Turquie avait tiré sur l'avion. De quoi réfléchir, ajoute le ministre de la Défense lituanienne. Sarah Daniel, on est frappé. À l'est de l'Europe et à l'ouest, il y a 2 températures. Oui, absolument. À l'est, c'est une population à cran. Après, on n'arrête pas de nous citer en exemple la Turquie, mais enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Après, c'est vrai qu'on est obligé de faire des tout petits pas dans la riposte. C'est très important de ne pas se laisser embarquer dans une guerre qu'on n'aurait pas maîtrisée. Et c'est vrai que là, apparemment, j'écoute les spécialistes, c'est pas non plus une brèche incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire pourtant ? Ça veut dire que la Russie n'est pas non plus très inquiète, qu'elle laisse un peu des plans de vol un peu non spécifiques se dérouler. Et ça, en soi, c'est déjà, je pense, plus une provocation, plus quelque chose de communication de la part de Russie qui voit comment on réagit. Général Yakovlev, quels sont les renseignements ? Quel est le type de renseignement qu'un avion de reconnaissance comme celui-là peut capter ? On sait que c'est des missions, d'ailleurs, comme vous le rappeliez, assez régulières. Qu'est-ce qu'il capte comme information ? Alors, je pense que le général Dutarche saura beaucoup mieux que moi dans le détail, mais en gros, il écoute, donc il va chercher à identifier en particulier les radars, peut-être des PC ou des émissions sur d'autres fréquences, les fréquences des bateaux qui sont en dessous, parce qu'il y a aussi des navires de l'OTAN. Bien. Donc il cherche une cartographie, il cherche à voir si on a changé de mode, par exemple, dans l'emploi de nos radars anti-aériens. Et puis, d'une façon générale, c'est la base de données. C'est pour ça que ces vols sont fréquents. C'est parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'est-ce qui change. Donc il faut qu'ils réactualisent l'image fréquemment. Et l'OTAN fait ça tranquillement au-dessus de la mer Noire, et les Russes protestent autant que les Lituaniens. Le Lituanien, moi je pense que ce ministre lituanien, si un avion russe, un chasseur ou un avion d'observation comme celui-ci s'égarait sans geste hostile, c'est-à-dire sans larguer de bombes, ni de roquettes, ni rien, sur le territoire lituanien, est-ce que vous croyez qu'il donnerait l'ordre d'abattre l'avion russe ? Je pense que non. Je pense que lui, il fait le matamor comme ça, mais est-ce que lui, qui est en charge, donnerait l'ordre, abattez-moi cet avion ? Non. Raccompagnez-le à la frontière, oui. Abattez-le sans que l'avion n'ait fait de gestes hostiles, enfin d'actes hostiles, de bombardement, que sais-je. Je pense qu'il n'ordonnerait pas à l'avion d'être abattu. Moi, je suis frappé quand même de l'incohérence, c'est-à-dire vous nous dites comme si tout ça était tout à fait rituel. La France dit nous avons envoyé 3 rafales, président de la République, quelques heures après ce qui s'est passé en Pologne, en disant nous envoyons des rafales comme si ça n'était pas du tout habituel, comme si c'était, et la France a protesté très officiellement et de façon très marquée. On voit ces images ici qui ont été tournées par Charline Hurel. Regardez, reportage exclusif pour TF1 LCI où elle a accompagné les pilotes des Rafales. Expliquez-nous s'il vous plaît, général Dutartre, expliquez-nous exactement ce que font ces pilotes s'ils veulent intercepter l'aéronef, puisqu'il y a déjà eu des manœuvres qui ont eu lieu. Alors déjà, ce qu'on voit sur les images, là, ce sont les pilotes qui partent de leur escadron, entre guillemets, pour rejoindre leur appareil pour une mission soit à temps, soit on leur a demandé de décoller à un certain délai. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décollent, comme on les voit, ils sont en vol, et là, sur ordre du contrôle, ils vont reconnaître, par exemple, en entraînement, la 400M qui est au-dessus, ils vont intercepter un avion, là c'est un F-16 qu'ils interceptent, et ils vont aller voir si l'avion 1 respecte un plan de vol, s'il y en a un, il n'y en a pas forcément un dans les eaux internationales, et quelle est son attitude ? Je crois que Renaud a utilisé le bon mot. Est-ce que l'avion est hostile ou pas ? Est-ce qu'il est provoquant ou pas ? Et en fonction de sa réaction, si vous voulez, on prend une mesure. Et pour compléter ce que disait très justement Michel Yakovlev, c'est que l'Ilyushin 20, par exemple, lui, c'est intéressant pour lui d'avoir tous ces appareils qui viennent à côté de lui parce que il enregistre, si vous voulez, les fréquences radars même de chaque aéronef. Les fréquences radars et éventuellement aussi en mode détection ou en mode attaque, et également bien sûr les systèmes solaires qu'il peut y avoir. Il faut bien prendre en compte que pour l'instant la menace est quand même limitée. Pourquoi ? Parce que la mer Baltique, y compris le golfe de Finlande, c'est une mer otanienne. C'est-à-dire qu'il y a des pays de l'OTAN
partout, des avions de combat partout, des systèmes solaires partout. Donc, il faut être vigilant, il faut être assez ferme, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure dans l'état de la situation. Qui a raison? C'est intéressant parce qu'on voit à quel point il y a une marge d'appréciation. Le président de la République, quand il y a eu l'histoire en Pologne, dit « Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie ». Lui parle d'intimidation croissante et sur ce plateau, on comprend que pour vous, en réalité, ça se produisait déjà il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est ça? Oui, mais là, il y a eu une inquiétude. C'est ce que vous dites ? Il y a eu une inquiétude en Pologne. Il y a une inquiétude particulière du Premier ministre Tusk, peut-être pour se montrer encore plus nationaliste que son président, dont il ne partage pas les idées politiques. En tout cas, il a convoqué un conseil des ministres à 6h du matin, etc., pour montrer que c'était vraiment l'heure était grave. Renaud Girard, pardon. Renaud Girard. Comme vous êtes aussi rassérénant que Michel Yacoulov. Comme il y a un partenariat. Non, Renaud Girard, je ne vous laisse pas dire ça. Renaud Girard, franchement, si c'était au-dessus de la si l'aéroport Charles de Gaulle avait été fermé pendant un certain temps, pendant des heures, s'il y avait des drones peut-être armés venant d'un autre pays hostile a priori qui volaient dans l'espace français, je suis sûr que vous ne diriez pas ils exagèrent. J'accepte votre argument, mais ce que je veux dire, c'est que Macron a voulu montrer à la Pologne qu'on était laissez-moi finir. Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j'ai décidé de mobiliser 3 chasseurs Rafale pour contribuer. Lui, le président de la République, n'a pas l'air de dire c'est pas si grave. Mais parce que le cas est complètement différent, ce que Renaud dit très bien. La Pologne, c'est une agression, parce que quand vous lancez des objets dont certains peuvent être explosifs, et puis on sait qu'à l'arrivée s'ils sont explosifs ou pas, quand vous les lancez pour traverser une frontière, que vous avez fait leur plan de vol, vous avez fait leur targeting pour qu'ils aillent se poser dans un pays à côté, ça s'appelle une agression. Voilà, point. Donc le président de la République a répondu à une agression. Ici, donc c'est pas habituel, on est bien d'accord. Non, c'était pas habituel. Là, on est sorti de l'habituel. Là, en l'occurrence, c'est les Russes qui contestent cette marée NATO-UM, ou je sais pas comment on dirait, marée Nostrum de l'OTAN, et puis ils aiment bien nous énerver, et ça marche. Regardez comment on s'énerve sur le plateau. C'est plus que nous énerver, parce qu'on est quand même dans un contexte de tension extrême. Attendez. Si on prend l'ensemble des événements, représailles de l'OTAN, il y a eu quoi sur les Russes? Il n'y a rien eu. Rien, zéro. Il y a eu des avions raccompagnés, mais c'est ce qu'on devait faire. On ne peut pas aller plus loin. On doit être extrêmement précautionneux. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que Poutine et la Russie ont fait cette attaque sur la Pologne qui a été préoccupante, et qu'après, ils continuent à nous tester, mais à moindre frais. Enfin, c'est quand même, à mon avis, on est dans le cadre d'une communication politique, en fait. Mais vous ne pouvez pas dire, Darius, qu'il n'y a rien eu. Quand vous avez des sanctions qui sont quand même extrêmement pénalisantes, à une attitude évidemment agressive de la Russie, de manière patente depuis en tout cas 2022. Je parle des avions, des incursions d'avions. Oui, d'accord, mais on ne veut pas non plus faire la guerre non plus. Mais on ne peut pas dire que l'Europe n'a pas réagi. Il a réagi avec 17 paquets successifs de sanctions, et des sanctions qui font mal à la population russe. Peut-être pas au gouvernement russe, mais à la population certainement. Une chose rapide. Un mot, si on entre dans le concret, très concret s'il vous plaît, Général Duterte, en termes d'interception, on comprend bien, comme on le rappelle sur ce plateau, il s'agit d'une gradation. On ne tire pas comme ça de façon incontrôlée, mais est-ce que le stade de la sommation est arrivé, ou est-ce qu'on est encore en deçà du stade de la sommation? Alors, on n'a pas fait encore la sommation. Alors, la première chose que vous faites, c'est sur la fréquence, dire gars, tu rentres immédiatement dans ton corridor, sinon ça va mal se passer. Donc, vous faites déjà des sommations par voie radio. Ensuite, s'il n'obtempère pas... Général, expliquez-nous vraiment précisément, c'est intéressant d'avoir... Vous l'avez fait, donc vous êtes très armé pour l'expliquer. Quand vous dites gars... vous voyez, comme sur l'image, vous venez en patrouille juste à côté de l'avion intercepté. Là, vous lui dites que vous allez sur la fréquence commune garde que tous les avions doivent écouter. Vous l'appelez, vous lui dites chasseur étranger, enfin vous lui dites ce qu'il faut en anglais, en langage international. Et puis vous lui dites vous devez retourner immédiatement. Éventuellement, vous le contraignez légèrement, c'est-à-dire que vous passez juste devant lui et vous le poussez comme ça tout doucement. La stade suivante, c'est s'il n'est pas coopératif, vous faites un tir de semonce, vous mettez à côté de lui et vous tirez. Pour moi, il voit très bien ce qui se passe. Et après, vous dites, OK, maintenant je passe derrière. Et là, ça rigole plus parce que ça va mal se passer. Ah oui, donc il y a quand même le stade suivant, c'est le tir de semonce. Absolument. Il y a la contrainte. Il y a la contrainte d'itinéraire. Vous passez devant, vous le poussez en fait. Touc, 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 comme ça. Et il voit bien qu'il faut faire quelque chose, parce que sinon il va y avoir collision.
Donc vous lui mettez une contrainte, et puis s'il n'obtempère pas, vous pouvez faire un tir de semence. Général, à quel moment, selon vous, il faudrait ou il faudra passer... Vous dites là, le cas polonais est révélateur pour ça. Hein. Oui, le cas polonais est un autre cas. Là, ce sont des survols. Il n'y a pas grief, même s'ils ont gratté à la limite administrative estonienne. Enfin bref, ouais... ils n'ont pas bombardé, etc. Donc c'est pas comparable. Et Renaud Girard a fait un point très important tout à l'heure. Quand vous faisiez la balance Est-Ouest, l'Est, ils sont super énervés, à l'Ouest, on est calme. Ouais, monsieur le Premier ministre lituanien, un pilote de l'OTAN, italien ou allemand, ouvrira le feu si c'est vous qui lui en donnez l'ordre. Alors, voilà. Est-ce que vous auriez donné cet ordre ? Vous avez dit quelque chose qui était très fort. Et là, ça me servira si jamais j'ai une discussion avec des amis baltes. Voilà. Avant de demander aux autres de faire des choses, est-ce que vous êtes prêt à signer, en fait ? On sent quand même l'hésitation devant le gouffre. C'est-à-dire, il y a quelques mois, quand c'était théorique, les mêmes sur ces plateaux qui disaient on y va, on n'a pas peur, etc. Quand vraiment on se dit est-ce qu'il faut tirer sur un aéronef russe, on a tendance à dire attendez, quelles seront les conséquences ? Est-ce qu'on est bien sûr de nous, hein ? Ça dépend, c'est pas pareil. Un aéronef russe qui viendrait ou qui aurait lâché une bombe sur un camp d'approvisionnement de l'OTAN, par exemple, à Pologne, sur un convoi en Pologne qui va donner des munitions à l'Ukraine, par exemple. Il y en a plein. Pas de jugement, je marque la différence de tonalité entre quelques mois. Vous avez à la frontière, vous avez un convoi plein de munitions qui est sur le territoire polonais, qui s'apprête à traverser la frontière pour aller en Ukraine. Ça se passe tous les jours. Si effectivement cet avion, même du sol, de l'espace aérien ukrainien, tire un missile qui frappe ce convoi de munitions, là, il faut l'abattre, oui, évidemment. Merci, regardez s'il vous plaît. Merci à vous aussi, Général Duterte, c'est très précieux de vous avoir tous les quatre.